Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous vous en doutez, nous allons parler du cas d'Air France, le vol du 31 décembre 2020 qui a récemment beaucoup fait parler de lui, qui a carrément fait un buzz en fait dans la presse généralisée. Pourquoi ? Eh bien parce que le bureau enquête analyse a dit qu'il fallait remettre, et je cite, le respect des procédures au centre de la culture d'Air France. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est dans un premier temps un petit rappel des faits, voir ce qui s'est passé lors de ce vol entre Brazzaville et Charles de Gaulle. Au final, ils ne sont pas allés à Charles de Gaulle. Ensuite, petit rappel sur la culture juste et ses implications. Derrière, nous allons regarder un petit peu en détail comment fonctionne le pétrole dans un Airbus A330-200 avant de nous intéresser à la fameuse panne fuel leak, fuite de carburant, de nous demander qui était le commandant à bord au sens leadership du terme, une approche qui est intéressante et qui a vu quand même la température des freins monter à 600 degrés avec une fuite de pétrole juste au-dessus. Et ensuite, eh bien, derrière, nous allons regarder d'autres cas un petit peu similaires et voir comment ça s'est terminé. Le bureau enquête analyse nous en fournit certains. Regardez le compte-rendu du BEA, ce qu'ils en pensent, avant que je vous livre mes 2 cents sur le sujet. Allez, jingle. Je vous rappelle que cette vidéo est chapitrée, vous pouvez regarder en bas et revenir pour regarder la suite plus tard. Nous allons nous focaliser sur certains points, on pourrait en parler pendant des heures. J'essaye de faire court et d'aller directement vers les grosses leçons que le BEA nous transmet. À l'heure actuelle en France, il y a énormément de vols. Si vous regardez, il y a à peu près 30 000 vols qui traversent l'Europe chaque jour à la fin août 2022. Le vol qui nous intéresse, c'est un vol d'Air France entre le Congo, Brazzaville, qui devait relier Charles de Gaulle. Décollage à 21h13 sont des vols qui se font de nuit, qui sont assez fatigants d'un point de vue rythme circadien. Imaginez, vous montez au travail à 19h, la veille vous allez travailler de jour souvent. Il y avait 136 personnes à bord, dont 2 mécaniciens A330 de chez Air France. Vous aviez 8 PNC, OTC Steward, et vous aviez 3 PNT, personnes navigantes techniques, un commandant de bord, un copilote et un copilote de renfort. Sur ce vol, c'était le copilote qui était pilot flying. Le commandant de bord était ce qu'on appelle pilot monitoring. Il était là pour l'assister, s'occuper de la radio, de préparer toutes les affaires, mais c'est le copilote qui run le show, comme on dit, qui gère un petit peu, c'est son vol. Alors qu'ils arrivent au niveau de vol 380, eh bien, il semble qu'il y ait une fuite de carburant, en tout cas un problème au niveau du carburant. Il y a 1,4 tonne à peu près qui manque à l'appel, et le commandant de bord décide bien d'aller se reposer. Pendant ce temps-là, eh bien, les copilotes réfléchissent, essayent de voir, d'anticiper, voir s'il n'y a pas un terrain, s'il faut se dérouter accessible, ils regardent la météo. Finalement, ils rappellent le commandant de bord et là, eh bien, ils décident de partir dans la checklist fuite de pétrole. Checklist qu'ils ne respecteront pas, c'est le bureau enquête analyse qui le dit. Ils vont finalement se dérouter vers un aéroport qui n'est pas le plus proche, celui de N'Djamena, mais où il y a des forces françaises. Je vous rappelle que nous sommes en pleine période de Covid. Ils vont s'y poser avec du vent arrière. Lors du poser, une alarme qui les prévient qu'ils ne vont pas réussir à freiner avant le bout de la piste se déclenche. Le copilote qui est aux commandes de l'avion freine donc de manière très virile. Les freins montent à 600 degrés. L'avion rentre au parking, fait demi-tour, va au parking et là les pompiers arrosent. Et au final, eh bien, on se rend compte qu'il manque un petit peu de pétrole quand même dans l'avion. Ils sont partis avec 45,5 tonnes de pétrole du Congo et au final, ils ont perdu 5,7 tonnes de pétrole, dont 5 tonnes 3 en vol, pour une durée de vol de 2h21. Ça veut donc dire qu'en moyenne, la fuite était quand même assez monstrueuse. On est en train de parler de quasiment 0,8 litres par seconde en vol. Alors tout s'est bien terminé, mais c'est l'aviation, culture juste, c'est ouvert. Cela a été grandement débriefé par le BEA. Alors justement, la culture juste. Je vous rappelle que dans l'aviation, on a conscience qu'on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes. Il faut donc partager ces erreurs. Et quand il s'agit d'une erreur, il n'y a absolument aucun souci. Nous ne sommes pas pénalisés professionnellement. L'idée est de pousser à la transparence, à la compréhension que en tant qu'humain, des erreurs vont être faites. Les anglo-saxons disent « to err is human », en gros faire des erreurs c'est humain. Et donc on recherche
d'avoir une entreprise où les gens ne cachent, une industrie où les gens ne cachent pas les erreurs, mais les partagent. À partir de là, tant que vous faites des erreurs qui sont en corrélation avec votre niveau d'expérience et de formation, vous n'êtes pas puni. Néanmoins, comme le rappelle le BEA, la culture juste n'accepte pas les déviations volontaires répétées, les négligences graves et les manquements délibérés. Ce n'est pas parce que si vous faites une erreur, vous n'êtes pas puni, que si vous faites des déviations volontaires, des négligences ou des manquements, vous ne serez pas puni. À ce moment-là, il faut punir. La culture juste ne veut pas dire qu'il n'y a pas de punition. Si vous faites une faute, si vous volontairement vous faites quelque chose de mal, vous serez puni dans la culture juste. Alors maintenant, regardons le pétrole sur Airbus A330. Il s'agit d'un 200 dans ce cas spécifique. Qu'est-ce que vous voyez là? Eh bien, vous voyez qu'il y a différents réservoirs. Pour faire très simple, on va dire qu'il y a 6 réservoirs. Vous avez l'interne et l'externe gauche. Côté gauche, c'est le moteur numéro 1. Interne et externe droit. Au milieu, vous avez le réservoir central. Et à l'arrière, vous avez le trim tank. Le trim tank, on pourrait traduire ça comme le réservoir compensateur. Pourquoi? Parce que votre avion de ligne, il a besoin en vol de changer son centre de gravité de manière à réduire sa consommation de pétrole, réduire sa traînée. Et Airbus a mis au point un système extrêmement malin qui consiste à ralourdir la queue de l'appareil avec ce réservoir dit trim tank de 6230 litres qui n'est pas utilisé pour le décollage et l'atterrissage, qui est seulement utilisé à haute altitude en croisière pour limiter en fait l'incidence, l'assiette également de l'aéronef et lui donner un meilleur CX, un meilleur taux de pénétration dans l'air. Moins de pénétration dans l'air, moins de traînée, meilleure performance, moins de pétrole consommé et c'est plus éco-friendly. Alors de manière générale, vous avez un moteur de chaque côté, ils vont consommer dans les ailes. Regardez les ailes en début de vol, elles sont assez basses. En fin de vol, elles remontent parce que vous avez énormément d'ailes, énormément de poids dans ces ailes. Et quand l'avion est en montée, passant le niveau 255, automatiquement, l'informatique va envoyer un transfert de carburant vers l'arrière. Donc s'il y a une dissymétrie entre le côté gauche et le côté droit, il va s'assurer de réduire cette dissymétrie qui peut arriver parce que vous démarrez un moteur avant l'autre. Et l'objectif c'est quoi? Ça va être d'aller chercher un centre de gravité proche de la limite arrière et donc il va venir transférer du pétrole vers l'arrière. Pour la phase de retour, on va ramener le centre de gravité plus vers l'avant. Et donc, quand on est en descente, on passe le niveau 2,45 en descente, donc 24 500 pieds. Ou alors, lorsque l'ordinateur sait qu'il a 35 minutes du posé, ou si vous avez moins de 4 tonnes restantes dans un des réservoirs internes, le pétrole va quitter automatiquement le trim tank, le réservoir arrière au niveau de la queue, et va revenir dans vos réservoirs du côté des ailes. Pourquoi c'est important de bien comprendre ce système? Parce que vous allez voir qu'en cas de fuite de pétrole, il faut bien maîtriser son plan de réservoir de manière à pouvoir identifier d'où provient la fuite. À ne savoir qu'en moyenne, il se dit que la précision des jaugeurs pour l'avion est d'à peu près 700 kg. Donc si vous avez des petites incohérences jusqu'à 700 kg, vous mettez ça sur les jaugeurs. Au-dessus de 700 kg, ça ne devient pas standard. En gros, au-dessus d'une tonne, c'est quand même pas du tout normal. Au niveau des pannes, des remontées de panne de l'informatique, c'est un des rares systèmes que le pilote doit par lui-même regarder en permanence. À chaque fois que vous avez un point tournant ou toutes les 30 minutes, vous devez manuellement regarder le pétrole à bord, ce qu'on appelle chez Airbus le fuel on board, et regarder la planification, ce qui était prévu par la mission, et vous comparez les deux de manière à vous assurer qu'il n'y ait pas de fuite ou de pétrole qui disparaît. À partir de 3,5 tonnes d'écart, vous avez une alarme qui remonte qui dit qu'il y a un écart entre le fuel used, le pétrole qui a été utilisé par les réacteurs, et le fuel on board. Et c'est une alarme fuel used, fuel on board, disagree. Ça vous force à aller chercher la fuel leak, une checklist qui est papier, et qui va vous amener du coup à creuser, à identifier la source de la panne. À savoir également que vous avez une autre alarme qui existe sur Airbus, c'est en Advisory Fuel. Si l'avion détecte qu'il y a une dissymétrie de plus de 3 tonnes entre la partie gauche et la partie droite, vous allez avoir une panne. À tout moment en tant que pilote, vous pouvez, c'est le cas normal, avoir les réservoirs qui communiquent, ou alors vous pouvez isoler certains réservoirs, isoler également les transferts avec l'arrière et garder le pétrole à l'arrière. D'ailleurs, dans le cas de l'incident qui nous intéresse, ils ont failli se poser en dehors du centre de gravité parce qu'il restait du pétrole dans le trim tank.
Si l'avion a une grosse panne, par exemple un incendie ou des choses comme ça, vous allez avoir sur Airbus ce qu'on appelle des ICAM Action. L'avion communique avec vous, une page s'affiche avec des items à faire, une sorte de to-do list, une checklist qui apparaît et vous devez avancer dans cette checklist. Vous avez l'impression que l'avion est un membre d'équipage qui vous suit et qui ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas fait les items. Si c'est des pannes différentes, soit avec une gravité différente, moindre ou différée, vous devez sortir le QRH qui est une check papier, Quick Reaction Handbook, un petit papier, et là, eh bien, vous allez devoir aller chercher la panne. Et dans le cas du fuel leak, c'est ça. Ce n'est pas l'avion qui vous dit fais tous ces items-là, c'est papier. Vous rentrez, comme on dit, dans la checklist. Et l'objectif de cette checklist, c'est de localiser l'origine. C'est donc une checklist à tiroir avec différentes options. Vous devez prendre du recul, faire preuve de bon sens et de discipline pour appliquer cette checklist. C'est pour ça que c'est indispensable lors des cours au sol et régulièrement, les pilotes retournent dans leur QRH, regardent les checklists et réfléchissent parce que c'est plus facile au sol qu'en vol. Et si vous découvrez une checklist que vous n'avez pas lue depuis longtemps, ça peut gratter un petit peu. Donc là, l'objectif de cette checklist Fuel Leak, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la suivre. Vous commencez en haut et là, il y a marqué en gros Land ASAP. Posez-vous as soon as possible. Posez-vous aussi rapidement que possible. Il n'y a pas à discuter. Premier item, en gros, c'est même sûrement une couleur différente, il n'y a pas à discuter, il faut se poser le plus rapidement possible. Vous regardez le terrain accessible le plus proche et aviate en bonne vitesse, navigate, on met le cap vers là. Premier item de la check. Ensuite, derrière, on part, on met son petit chapeau de Sherlock Holmes et on va essayer de trouver l'origine de la fuite. Donc, différents cas. Il y a une fuite qui vient et qui est confirmée comme venant du moteur ou du pylône, du moteur. Et on le voit par un fuel flow, donc un débit carburant excessif ou une confirmation visuelle. Au début, ils n'avaient pas cette confirmation visuelle, ils l'ont eu plus tard en vol. Dans ce cas-là, manette des gaz, côté moteur affecté, plein réduit. Ensuite, l'engine master, donc en gros, la commande du moteur sur off, ça va couper l'arrivée de carburant. Et ensuite, le wing crossfeed, c'est transfert de carburant as required. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous autorisez le transfert de carburant, soit vous ségréguez, vous n'autorisez pas que le pétrole se balade. Et dans tous les cas, il est interdit de redémarrer le moteur en question. Donc, une fuite confirmée sur le pylône du réacteur ou sur le réacteur, on coupe le réacteur. Et ensuite, liberté de manœuvre pour le commandant de bord de décider s'il transfère le pétrole ou pas. Mais je vous rappelle qu'on doit déjà être en cap vers un terrain à ce moment-là. Maintenant, et là c'est le cas dans lequel il se trouve, notre équipage d'Air France, il y a une fuite d'un moteur, d'un pylône qui n'est pas confirmé, ou alors là, on ne sait pas où elle est. Donc ils sont plutôt dans ce cas-là. À ce moment-là, le wing crossfeed, il faut le couper. Le pétrole ne doit pas pouvoir passer en gros de l'aile droite à l'aile gauche. Ensuite, on vient couper les pompes. Left center pump, ça on coupe toutes les pompes de transfert. Derrière, le trim tank feed, on l'isole. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire d'isoler le trim tank feed? Ça veut dire que vous avez envoyé du pétrole à l'arrière et maintenant il va rester à l'arrière parce que vous avez coupé tous les automatismes. Vous condamnez du pétrole là-bas derrière et il ne va plus dans les moteurs, il reste derrière, il fait contrepoids. Et ensuite, on va regarder les quantités de pétrole dans les réservoirs internes. Et là, il va falloir être un petit peu patient. Donc, mais je vous rappelle qu'on est toujours cap vers un terrain pour se dégager. Et là, s'il y a un des réservoirs internes qui se vide plus vite que l'autre, avec au moins 500 kg d'écart, en moins de 30 minutes, donc on prend un top chrono, dès qu'on identifie, dans l'aviation vous ne savez pas quoi faire, hop, top chrono. Ok, ça fait 30 minutes qu'on a fait la check, enfin qu'on a fait ces actions-là, qu'on a isolées, et là, eh bien, il y a par exemple une tonne. Et bien, c'est qu'on est dans ce cas-là. Manette des gaz plein réduit, on coupe le réacteur et on surveille. On surveille, si la fuite continue, si la fuite s'arrête, c'est pour ça que je vous ai dit c'est à tiroir, et bien si la fuite s'arrête, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est on remet les pompes en route, on réactive l'arrivée en fait de pétrole de l'arrière, le trim tank feed, on le remet sur auto, donc comme ça on n'aura plus de soucis de centre de gravité, et on ne touche plus au réacteur. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le problème venait du réacteur, on ne touche plus au réacteur, et par contre, on n'oublie pas le pétrole à l'arrière pour ne pas avoir de gag à l'atterrissage avec peut-être 5 tonnes à l'arrière qui traînent. Si la fuite elle continue après qu'on ait coupé le réacteur, dans ce cas-là, eh bien, ça veut dire que la fuite elle provient peut-être de l'aile ou autre, ça n'a rien à voir avec le réacteur. On a le droit, si on veut, eh bien, à redémarrer le réacteur. Donc dans tous les cas, la fuel leak, elle nous dit
on doit se poser as soon as possible, on doit éteindre le réacteur du côté incriminé, donc là c'est le réacteur gauche doit être éteint, et ensuite éventuellement on redémarre ou pas. Dans le cas de notre Air France, il faut couper normalement, il faut mettre le cap vers un terrain le plus proche, et ensuite il faut couper le réacteur. L'équipage a pris la décision de continuer vers N'Djamena qui n'était pas le terrain le plus proche, n'a pas suivi la checklist, n'a pas coupé le réacteur et n'a pas remis le transfert du trim tab puisqu'ils sont interrompus dans la checklist. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gros danger en fait à cause d'une fuite du côté du réacteur, c'est une auto-inflammation du pétrole. Donc en fait, c'est qu'il y ait un incendie qui se déclare du côté du réacteur à cause de cette fuite. Dans la checklist Air France A330, il n'était à aucun moment écrit qu'il y a un risque d'incendie, contrairement à la documentation 777 et 787 d'Air France, qui met bien en avant le risque d'un incendie en cas de fuite pétrole du côté du réacteur. Cela a lourdement impacté les décisions de l'équipage, puisque le commandant de bord a dit, et je cite, « Ce n'est pas écrit dans la checklist qu'il faut le couper », il parle du réacteur, là je pense qu'il a mal lu, « Il n'y a pas de notion de possibilité de feu ». Donc je vous invite, je vous mets le lien en dessous, parce que sinon ça va durer 8 heures cette vidéo, regardez exactement les flux décisionnels, mais en fait ils ont mal compris, ils ont cherché à réinventer un petit peu la checklist, ils n'ont pas bien compris la checklist, et la checklist ne les a pas aidés au sens où la connexion neuronale de leur côté ne s'est pas faite, ils n'ont pas été détunnelisés par le fait que la checklist parle d'incendie, donc ils se sont fait une projection mentale un petit peu dans la mauvaise direction. Sur 777 ou 787, la checklist est un petit peu plus explicite. Les checklists ont d'ailleurs été modifiées depuis. Who's the boss? Alors là, petite blague nord-américaine. L'avion décolle, monte au 380, et là, ils se rendent compte, le commandant de bord remarque qu'il manque 1,4 tonne de carburant. Pas de déséquilibre visible entre les réservoirs. Il dit que c'est sûrement à cause du transfert de carburant vers les trim tabs dont on vous a parlé, les trim tanks dont on vous a parlé tout à l'heure. Il partage l'information avec les copilotes, il va falloir surveiller tout ça, et il part faire son tour de repos derrière. Alors pour la petite histoire, Rio-Paris, Air France, le commandant de bord était parti derrière. Donc les rythmes peuvent être fatigants. Là, il est à peu près, voilà, il est assez tard, il décide d'aller se reposer. On en reparlera plus tard, mais ça a forcément joué, et ça a joué dans quoi le BEA met en avant le fait que ça a joué sur le fait que ça leur a retiré la possibilité de faire demi-tour et de retourner vers le Congo, vers le terrain où ils ont toute l'assistance et où on aurait pu facilement s'occuper des passagers à cause de ce départ du commandant de bord. Au bout de 20 minutes, les copilotes, eux, ils ont regardé un petit peu quels étaient les terrains accessibles, tout ça, et ils décident de rappeler le commandant de bord. Ils lui disent, bon, alors là, maintenant, il manque 2 tonnes 100 de pétrole. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, il y a 700 kilos de plus qui ont disparu. C'est quand même pas rien, et en plus, maintenant, il y a un déséquilibre. Donc là, à 22h14, ils décident de commencer la procédure fuel leak du QRH, que vous connaissez, et qui commence par land ASAP, 22h14. Ça va discuter, et là il y a un point très intéressant à 22h16, le commandant de bord exprime son hésitation à couper le moteur. Je cite, « Alors, il faut carrément couper le moteur, 3 petits points, là ça commence à être gros. » Très très important, cette phrase. Ils continuent dans leur process décisionnel qui est le FORDEC, la méthode FORDEC sur laquelle on va revenir un petit peu, qui doit normalement, cette méthode, être faite une fois que vous avez fini la checklist. Checklist qu'on a dit, ils n'ont jamais vraiment faite. Ensuite, à 22h26, le commandant de bord dit, au niveau des faits, on est face à une fuite de carburant. Il analyse ensuite les options et les risques. On a encore pas mal de carburant, on peut voler un certain temps même sur un seul moteur, oui, parce que la consommation va être différente, vous allez devoir descendre et tout, aller vers une altitude de rétablissement, vous serez plus bas avec un moteur en moins. Le risque, c'est qu'on va se retrouver sur un seul moteur et qu'il va falloir se dérouter. 22h16, ils ont commencé la checklist à 14, qui commence par land ASAP. 22h30, l'équipage envisage de poursuivre le vol sur N'Djamena qu'il considère plus accueillant. Je vous rappelle que ce sont d'anciens, alors je ne vous l'ai pas dit, mais ce sont 3 anciens militaires, ils ont à peu près le même âge. Et N'Djamena, il y a une présence militaire française, nous sommes en période de Covid, c'est la nuit en Afrique, vous avez 130 passagers à gérer derrière, et également, une fois que je me pose, qu'est-ce que je fais de mes passagers qui rentrent dans l'état d'esprit de la décision. Et là,
encore une fois 22h30, ils disent qu'il leur restera à peu près 15 tonnes, plus éventuellement l'arrière, donc ils ont conscience qu'il y a du pétrole toujours à l'arrière. On a le temps d'aller jusqu'à N'Djamena. Ils s'expriment ensuite une forme de réticence à couper le moteur. Après, on va se retrouver sur un seul moteur, ce n'est pas une situation super sympa. Voilà, ça c'est un point intéressant, on en reparlera derrière. Ils contactent leur centre de contrôle des opérations, ils se rendent compte, voilà, il n'y a pas de problème à N'Djamena, ils peuvent y aller. 22h33, le commandant de bord qui avait quitté la Czech Fuel Leak pour faire son foredeck, il y retourne et il dit de toute façon il faudrait qu'on se déroute, 22h33, hein. Ils ont commencé à 14. On a perdu trop de carburant maintenant pour envisager d'aller jusqu'à Paris. 22h37, il contacte la chef de cabine principale qui fera un très bon travail derrière et préparera tout. À 22h39, le commandant de bord il propose de garder le moteur 1 le plus longtemps possible et n'envisager de le couper que lorsque la quantité de pétrole restante dans le réservoir approchera 5 tonnes de manière à ce que le moteur ne s'éteigne pas par lui-même. Il décide donc d'aller à N'Djamena. Là, ils se rendent compte qu'il y a un seuil décalé en piste 05. Ils décident donc de se préparer pour la piste 23. Et ils ont conscience qu'il y aura du vent arrière, mais que ce vent arrière devrait être plus limité à basse altitude juste avant de se poser. À 23h07, ça fait une cinquantaine de minutes qu'ils ont commencé les checks et tout, un des deux techniciens informe que maintenant on voit clairement une traînée visible sous le capot de la tuyère du moteur 1. Je vous renvoie vers la check, vous vous rappelez ce qu'il faut faire. Dès que c'est le cas, on est censé couper le moteur. Les deux moteurs tournent toujours. Ensuite, ils discutent, ils avancent. Le copilote verbalise ce qu'il apprécie comme étant la menace. Ils font ce qu'on appelle le TEM, Threat Error Management. Et pour le copilote, la plus grosse menace, c'est que ça prenne feu au sol. Il a entièrement raison. Et le commandant de bord lui répond, la première menace, c'est qu'on soit obligé de couper le moteur avant qu'on soit posé, auquel cas il n'est pas impossible que tu sois obligé d'aller holder quelque part en cas de remise des gaz. Donc ça c'est intéressant, une menace, le commandant de bord voit comme une menace le fait qu'il soit obligé de couper le réacteur, et encore voilà, ils le disent plus tard, barrière psychologique autour de la coupure du moteur. Le copilote suppléant, dont on n'a pas trop parlé, qui est un peu l'homme du match, eh bien, il leur rappelle que les rivers ne doivent pas être sortis. Au niveau du réacteur, vous avez un certain flux d'air. Une fois que vous êtes posé, à peu près 10% de la décélération amène grâce à l'inversion du flux au niveau des réacteurs, les fameuses rivers qui font du bruit. Or, quand vous faites ça, et qu'il y a une fuite de carburant au niveau du moteur, vous venez changer le flux d'air et vous risquez d'envoyer le pétrole qui fuit à cause de ces mouvements d'air vers des parties chaudes du réacteur, ce qui amène le pétrole à sa température d'auto-inflammation et ça prend feu. Et donc le copilote, le troisième homme, il leur dit attention, il ne faudra pas passer les rivers. Et là le commandant de bord, il dit au pire tu fais reverse idle. Tu passes la reverse mais au ralenti. Et là le copilote, il dit ouais, enfin en théorie, c'est même pas de reverse. Il a complètement raison. Et bien lui en a fait, et je pense que ouais, vous êtes passager du vol, envoyez-lui des chocolats à Noël. Parce qu'on va voir après derrière, ce qui met généralement le feu au réacteur au sol, c'est passer la reverse. À 23h18, ça fait quand même plus d'une heure qu'ils ont lancé la checklist et tout, vous avez donc cette conversation qui se passe dans le cockpit, où le commandant de bord dit que dans la check, il ne faut pas impérativement le couper, ce qui est faux, qu'il n'y a pas de notion de possibilité de feu. Le copilote suppléant, encore lui, notre homme du match, dit « Je pense que l'idée de couper, ce n'est quand même pas une mauvaise idée. Autant c'est bien de le garder pour l'instant parce qu'on est en l'air et qu'il n'y a pas d'urgence. Une fois au sol, 3 petits points. » Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous êtes face à quelqu'un qui est face à une décision qu'on n'arrive pas à bouger, vous essayez de vous mettre à son niveau et de lui faire « Je suis d'accord avec toi » et de l'influencer vers ce que vous voulez. Donc il lâche du lest en mode, il dit clairement que c'est pas une mauvaise idée de le couper, il voit bien qu'il va pas réussir à faire changer le commandant de bord d'avis, donc il dit au moins si j'arrive à le faire couper au sol, c'est une bonne chose. Et il va essayer d'impacter le commandant de bord vers cette idée, sortir un peu de son chemin mental, en fait couper c'est pas si bête que ça. Ensuite à 23h22, le commandant de bord qui prend là, du recul, il se dit il y a un risque de frein chaud, donc il faudra faire attention dans le freinage par rapport à la longueur de piste. Néanmoins il ne rentre pas plus que ça vraiment dans ce calcul de longueur de piste, parce qu'on voit avec le BEA derrière que sinon ils seraient rendus compte qu'il y avait des petits soucis, et ils ont raison, et les freins chauds vont d'ailleurs arriver, et ça va monter à 600 degrés. Donc d'une certaine manière, vous avez un commandant de bord qui est un petit peu dans un déni de la problématique à laquelle son équipage est confronté, qui se refuse à l'idée qu'il va falloir couper un moteur et se dégager de suite, qui ne prend pas vraiment la mesure de la situation d'urgence dans laquelle
son avion et son équipage se trouvent. C'est assez bien montré par cette volonté d'entrée de jeu, tiens, il y a 1,4 tonne d'écart, moi je vais dormir. Donc voilà, après, on n'est pas là pour juger, j'étais pas présent, je ne connais pas son pédigré ou autre, mais c'est très intéressant de voir qu'à partir du moment où vous avez le leader qui donne un ton dans cette direction, eh bien l'équipe va avoir du mal à aller à contre-courant. Et on voit bien là le troisième homme qui essaye de faire passer certaines idées, mais nous sommes quand même peut-être trop encore dans quelque chose d'assez vertical. Et le consensus a été bien indiqué par le BA, le consensus a été en permanence recherché. Maintenant attention, et je vais en reparler après, poser, pas casser, personne de blessé. Hein. Mission accomplie, faut pas l'oublier, je vais en reparler un peu après. L'approche. Alors l'approche, un accident, là il s'agit d'un incident. Un accident généralement c'est un alignement de plaques de fromage et on peut également sinon penser au casino. Au casino vous avez les fameux citrons. Vous connaissez peut-être l'excellent film Le Chant du Loup. Un citron, 2 citrons, 3 citrons. Jackpot. Voilà. Et donc là, un citron supplémentaire, ça va être l'approche. Pourquoi? Eh bien parce que déjà ils ont choisi un terrain qui a une piste un peu plus courte que l'autre qui était plus proche. Ils se retrouvent avec du vent arrière fort, voire très fort lors de la finale. Et je vous rappelle quand même que Air France a perdu un Airbus A340, l'Air France 358, le 2 août 2005, avec 12 blessés à bord, lors d'un posé trop long, trop rapide, après un orage à Toronto. Vous avez également l'Air France 72, un 747, qui le 13 septembre 1993, après un Paris-Tahiti via Los Angeles, eh bien, a fini dans l'eau, pour d'autres raisons, mais voilà. Air France a bien conscience, les pilotes ont conscience qu'il faut arriver à la bonne vitesse et vous avez vite fait, voilà, sur des pistes assez courtes, de finir trop long. Et là, ils vont se retrouver avec 9 nœuds arrière, ce qui est très proche de la limite. Je ne sais pas chez Air France exactement combien c'est, mais personnellement sur Rafale, chez moi c'était 10 nœuds arrière maximum. Donc c'est vraiment beaucoup. À noter qu'ils sont en flaps 3, pas en flaps full, donc ça veut dire qu'ils ne mettent pas l'avion à la vitesse la plus lente possible, et ça c'est une bonne idée du commandant de bord parce qu'il anticipe éventuellement une remise des gaz avec un seul moteur en fonctionnement. Si le moteur, par exemple, gauche prend feu, il veut pouvoir remettre les gaz facilement. Donc il décide d'arriver déjà un petit peu rapide, et en plus il a du vent arrière, donc il va arriver assez rapide, et là il se pose. Ils n'ont pas la reverse, hein, donc ces inverseurs de poussée pour éviter un incendie qui aide à peu près de l'ordre de 10% le freinage. Et là, au moment où ils sont posés, l'ordinateur, je ne vais pas vous faire tout un cours sur le système embarqué, on en parle dans un autre incident, sinon la vidéo va être trop longue, mais il leur dit en gros, là, il faut freiner plus fort. Et là, eh bien, le pilot flying donc, écrase les freins, ça fait monter les freins en température. Il faut savoir qu'il y a toujours un délai, hein. Ils mettent un peu de temps à monter en température. À cause de la piste, ils doivent aller en bout de piste, faire demi-tour. Et là, parce qu'ils ont choisi la piste 23, ça ne pouvait pas être pire. Ils cèdent du réacteur gauche pour faire demi-tour, hein, pour donner du couple. Et donc, ils augmentent le réacteur qui fuit quand même. Hein, il fuit à, on a dit, 80 centilitres par seconde. Il augmente à 40%, avec en dessous des freins qui sont en train de monter à très haute température. Derrière, ils coupent le réacteur, comme voulait le deuxième copie, et ils vont vers le parking. Et une fois au parking, ils s'arrêtent et là, dès que les deux réacteurs sont coupés, eh bien, les pompiers arrosent. Donc au final, sur cette approche, vous avez du vent arrière, vous avez un freinage qui ne se passe pas du tout comme prévu et qui les amène dans le pire cas, et vous avez derrière une sursollicitation du moteur du côté de la fuite et un avion qui retourne au parking, là où, personnellement, toutes les urgences que j'ai faites sur avion de combat ou autre, eh bien, on s'arrête généralement sur la piste. Hein. Par miracle, il n'y a pas d'incendie qui se déclare, et d'après le BEA, c'est vraiment apparemment un petit miracle. Mais néanmoins, là, je voudrais vous rappeler, culture juste, combien de fois est-ce que c'est arrivé dans votre entreprise, dans votre quotidien? Vous faites du bricolage, vous prenez votre vélo, vous prenez votre voiture, et vous faites quelque chose, ça se passe bien, ça se finit bien, du coup vous êtes content et vous passez à autre chose. Si on fait ça, si on prend ce prisme-là pour notre équipage du 31-12-2020, ce sont des héros. Pourquoi? Parce que, regardez, on va regarder différemment. Vous avez un Airbus A330, il y a un souci au niveau des réacteurs, il y a une fuite énorme, une fuite absolument énorme qui fuit quasiment, on a dit, de quasiment 1 litre par seconde. Et là, en pleine période de Covid, au milieu de l'Afrique,
L'équipage prend la décision d'aller vers N'Djamena parce qu'ils se disent le secours il sera mieux et nos passagers seront mieux gérés et ça sera plus sécure. Ils se posent avec des problématiques sur place parce qu'il y a un seuil décalé, donc ils sont obligés d'aller avec du vent arrière et tout. Ils arrivent à gérer le vent arrière, ils arrivent à s'arrêter en temps et en heure, ils vont même jusqu'au parking et là, eh bien, tout le monde est sauvé. Posé, pas cassé, tout le monde est sauvé, on peut leur donner une médaille. Et ça, c'est dans le monde de l'entreprise, on va dire pour les personnes qui ne débriefent pas, c'est extrêmement courant. Maintenant, dans l'aviation, on essaye de tirer un maximum de leçons de chaque événement et j'insiste, ils ont sauvé tout le monde. Ça s'est bien terminé. Maintenant, il y a des choses à redire dans la manière dont ça s'est fait et notre objectif, c'est d'être en permanence du bon côté statistique ou procédurier de la force. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est pour ça qu'on regarde qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment. Mais j'insiste, cet équipage a permis à tout le monde de survivre, il ne faut pas l'oublier. Le BA nous communique d'autres soucis de fuite de carburant qui ont amené des incendies au vol ou au sol. Donc vous avez par exemple un 319 British Airways en mai 2013. Eh bien lui, il y a eu un souci au niveau des capots moteurs. Et pour faire simple, eh bien, ils sont revenus, ils sont posés à Londres et ils n'ont pas coupé le moteur. Et en finale, alors qu'ils sortaient les volets, les dispositifs d'hypersustentation pour freiner l'avion, avec une vitesse donc, qui se réduit, le carburant s'est enflammé et l'incendie s'est déclaré. À partir de là, l'équipage a coupé le moteur, activé les extincteurs, l'incendie ne s'est pas éteint et parce qu'il n'y avait plus les capots moteurs et l'incendie a été maîtrisé au sol par les pompiers. Donc c'est ce changement de vitesse qui a impacté le départ de l'incendie. Pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, vous avez Air New Zealand, un 767 en 2006. Il se retrouve dans un cas où l'équipage n'a pas coupé le moteur et ensuite ils ont utilisé la reverse à l'atterrissage. Le fait d'utiliser la reverse à l'atterrissage pendant 3 secondes a changé le flux d'air et a lancé un incendie sur le réacteur. Il est à noter que s'ils ont utilisé la reverse, c'est parce qu'ils n'avaient pas détecté cette fuite pendant le vol, donc ils ont fait un atterrissage classique et bien, ça a créé cet incendie une fois posé. Nous allons maintenant regarder un petit peu les conclusions du bureau enquête-analyse, les faits établis par l'enquête. Tout le monde avait les certifications qui vont bien pour faire le vol, l'avion était en bon état pour faire le vol. Ce qu'il faut bien noter, c'est que l'avion avait fait plusieurs vols entre le moment où il y a eu une opération de maintenance en Chine et l'événement. La fuite de carburant dont je ne vous ai pas parlé trop aujourd'hui parce que je voulais plutôt me focaliser sur la partie équipage, eh bien elle provient, en fait c'est un endroit, un joint entre le réservoir et le réacteur. Et ils nous disent que l'équipage, après 35 minutes de vol, après le décollage, ils ont constaté qu'il manquait 1,4 tonne de carburant, que les moteurs avaient l'air d'aller bien, que le commandant de bord a quitté le poste de pilotage pour son tour de repos, qu'ils ont appliqué ensuite la procédure fuel leak 30 minutes après la détection initiale, ensuite que le commandant de bord a décidé de ne pas couper le moteur 1, contrairement à ce que demande l'application de la procédure fuel leak, que cette décision n'a pas été remise en cause par les copilotes, que l'équipage a estimé que le risque d'incendie en vol avec le moteur en fonctionnement était faible, que le demi-tour à Brazzaville n'a pas été considéré, que le déroutement sur Yaoundé, qui était plus proche, qui était sur leur gauche, n'a pas été retenu par l'équipage, ils sont allés quasiment 2 fois plus loin, vers N'Djamena, qu'ils n'ont pas envisagé d'atterrir dès que possible, contrairement à ce que dit la procédure, qu'à N'Djamena, l'ILS 05 était hors service et qu'il y avait un seuil décalé, donc en fait on ne peut pas se poser à l'endroit normal, et du coup ils ont décidé de se poser en piste 23, qu'ils ont eu conscience de ça qu'après avoir choisi N'Djamena, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait pendant la demi-heure. L'équipage a choisi donc de faire une approche AirNav en piste 23, à 3000 pieds en finale, ils ont pris volet 3 avec tous les automatismes, ils sont donc posés avec le maximum d'aide possible, qui avait quand même 28 nœuds de vent à 610 pieds, qu'à 500 pieds, ils étaient 5 nœuds au-dessus de la vitesse d'approche calculée, avec une composante vent arrière de 21 nœuds, c'est énorme, enfin moi ça me choque un peu toutes ces vitesses, qui sont posées en piste 23 550 mètres après le seuil, mais avec vitesse d'approche plus 8 et 9 nœuds arrière. En fait, ils sont arrivés très rapides avec du vent arrière. C'était un petit peu un Toronto en devenir. Et là, heureusement,
il y a eu l'alarme AirOps qui s'est déclenchée, parce que je pense que sinon, effectivement, ils auraient commencé à freiner beaucoup plus tard. Que ce système, il ne prenait pas en compte la distance d'atterrissage officielle, parce qu'il n'avait pas conscience, un système automatique du NOTAM, que le freinage, le copilote a très bien réagi par rapport à l'alarme AirOps, que ça fait monter les freins à 600 degrés, qu'il y avait tout ce qu'il fallait niveau sécurité incendie sur le terrain, que d'après le constructeur, la forte saturation de l'air en carburant dans la zone du moteur a probablement empêché le développement d'un incendie. C'est-à-dire qu'il y avait une fuite tellement grande que ça a empêché l'incendie en vol. Ensuite, les pompiers au sol n'ont pas réussi à identifier la fuite, je vous rappelle qu'il faisait nuit, qu'ils ont fait le demi-tour avec tous les moteurs en fonctionnement en sollicitant à 40% le moteur qui fuyait. 3 minutes après le poser, ils ont coupé ce moteur. 13 minutes après le poser, ils ont coupé le deuxième moteur. Et c'est à ce moment-là que les pompiers ont commencé à arroser. 5,7 tonnes de carburant ont été perdus pendant ce vol de 2h21. Voilà tous les faits que nous donne le bureau enquête-analyse. Donc voilà, le BEA propose pas mal de choses. Il est à savoir qu'Air France lance un audit au niveau de la compagnie. C'était prévu déjà avant la sortie de ce compte rendu. Et qu'il change également certaines choses, notamment la manière dont les pilotes vont pouvoir s'auto-débriefer après les vols. Le BEA insiste énormément sur le respect des procédures. Et ensuite, derrière, ils ont tout un paragraphe où ils vont chercher des incidents et des rapports d'enquête qui ont eu lieu avec des avions d'Air France où il y a eu des déviations qui posent souci. Alors, My Two Cents, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Je pense que la plus grosse lesson learned, c'est vraiment par rapport à la réaction de l'équipage et du commandant de bord. J'insiste beaucoup sur lui, mais les copilotes, ça joue également. Par rapport à la situation, ils sont face à une situation qui est une fuite massive et plus tard dans le vol même visuel et sûr de carburant, et à aucun moment on a l'impression qu'ils prennent la pleine mesure de la problématique. Donc il faut vraiment décoincer pour... Vous êtes face à une agression, si on peut dire, par les éléments, il faut venir, paf, matcher ou se mettre au-dessus, il faut changer de braquet, il faut décoincer. Et on n'a pas l'impression vraiment qu'il y a ce changement d'état d'esprit, on a l'impression que parce que ça vole et que tout va bien, on essaye d'éviter l'obstacle, comme on dit en équitation, et qu'on commence un petit peu à tout mélanger. Donc ça parle de « Ah, mais si on était au-dessus de l'Atlantique, comment on ferait tout ça ?» Donc au final, je pense que ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a une grande différence entre l'enchaînement de pannes pour lesquels on s'entraîne au simulateur connu à l'avance et la réalité. Il est indispensable en tant que pilote de se faire des projections mentales, se dire « Tiens, si demain je suis au-dessus de l'Atlantique et là je perds mes 2 moteurs. Alors, je perds mes 2 moteurs, je suis au-dessus de l'Atlantique Nord, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma décision ?» Et donc oui, il y a des checklists et autres, mais après il y a également du bon sens. Où sont les bateaux? Où sont les zones de secours et de sauvetage? Donc un commandant de bord doit en permanence essayer d'anticiper ce qui se passe. Et là, je suis désolé, mais si vous allez vous coucher, vous ne pouvez pas anticiper ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment le point indispensable, c'est l'anticipation de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça passe par beaucoup de travail en amont. Un cas comme ça, moi ça me fait penser à l'Airbus A330 d'Air Transat qui s'est retrouvé en panne sèche de pétrole, qui a dû voler pendant 28 minutes je crois avant de se poser aux Açores. Donc il y a déjà eu des cas sur 330 de fuite ou autres qui sont connus. Donc ce cas de fuite au-dessus, qui est un peu le pire cas, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire au-dessus de l'Afrique? Vous allez avoir pic de pétrole, vous allez avoir un incendie en cabine, ce genre de choses. Mais là c'est le cas un peu piège, bâtard si je puis dire, parce que vous n'avez pas non plus à partir dans des séquences automatisées de je réduis le moteur, tout ça parce que j'ai l'incendie en feu, mais vous avez quand même une situation qui couve. En fait, c'est un feu qui couve, on peut le voir comme ça. Et il faut vraiment venir mettre les ressources mentales qui vont bien. Donc, de manière générale, mon point de vue, c'est en tant que commandant de bord, vous ne devez pas bien dormir dans un avion. Vous devez encore moins bien dormir quand il y a des petits doutes. Ça, c'est un point important. Je connaissais un vieux commandant de bord qui disait qu'il ne faisait pas confiance aux copilotes qui dormaient de manière trop sereine dans un avion, ou en tout cas, il ne voulait pas qu'il passe commandant de bord un jour. Si vous dormez trop bien dans un avion et que vous êtes PNT,
c'est peut-être que vous n'avez pas bien compris votre travail. De manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire sur le repos et les commandants de bord? Eh bien, c'est que le Titanic, il a coulé quand le commandant n'était pas en passerelle, que le Sheffield, il s'est fait toucher par l'adversaire quand le commandant n'était pas en passerelle. Donc, si vous avez des signaux faibles, comme une tonne 4, alors que normalement, c'est pas prévu qu'il y ait une tonne 4 qui se perde, évitez d'aller, voilà, de quitter le poste. Je pense que c'est un gros point. De manière un peu plus productive maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que on voit clairement dans les prises de décision qu'il y a une certaine peur de couper le réacteur. Et ça, je vous laisserai regarder tout le compte rendu. Mais un bimoteur, c'est un monomoteur surpuissant. Je vous rappelle qu'un Airbus A330-200, à 120, 130 nœuds, vous lui coupez un moteur au décollage, il va réussir à décoller, même à la masse max, il va réussir à s'élever et il va pouvoir monter au moins à 15 000 pieds. Donc, couper un réacteur au-dessus de l'Afrique de nuit ne doit pas vous faire peur. J'ai fait plus de 800 heures en super étendard au-dessus de la mer, on était en monomoteur. Si vous faites de l'aviation légère, vous êtes en monomoteur. Parce que les avions modernes sont très safe, fonctionnent très bien, on a tendance un peu à faire du gras et à s'habituer à avoir énormément de marge. Et je pense que ça, c'est symptomatique de cet ultra confort parce que les machines sont très rarement en panne. Demandez à un pilote de super constellation si ça lui fait peur de couper un ou deux moteurs au-dessus de l'Atlantique, qu'ils étaient habitués à le faire, c'était toujours en panne. Sur A330-200, ça arrive quasiment jamais. Peut-être que ça va arriver une fois dans votre carrière. Et là, il ne faut pas faire le refus d'obstacles. Il ne faut pas non plus tunneliser et partir à fond dans le truc. Il faut trouver voilà, le bon investissement. Donc, je pense, et c'est pas prévient dans le rapport du BEA, mais le meilleur conseil qu'on pourrait donner à Air France, c'est peut-être tout simplement de demander à leurs équipages de retourner faire de l'aéroclub, des choses de base, du vol sur monomoteur. Et je vais être super sympa avec l'écologie. Il y a des avions électriques, ils peuvent aller faire de l'avion électrique s'ils veulent. Ils se rendront compte qu'avec un moteur, ça fonctionne très bien. Back to basics, on revient en base, on pilote l'avion, ça décroche, on pousse sur le manche. Il y a une panne, eh bien, on traite la panne et on passe pas une heure à partir dans la mauvaise direction, aviate, navigate, communicate. Donc le retour aux choses simples, c'est sûrement ce qui aidera le plus l'état d'esprit de commandant de bord à revenir dans le cockpit. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ce débrief vous a plu. Pas facile à faire, ce débrief, voilà. Je me suis un peu torturé les méninges, pas facile. Allez, fly safe.